En manchette, en cette semaine du 29 novembre, une pétition favorisant l'agrandissement de l'hôpital d'Amos pourrait avoir des incidences sur l'avenir des services de proximité de tous les citoyens malades de notre région. Un duo d'arbitres s'impose dans de nombreuses arénas et Guy Champoux, ému de votre implication à son 60e match. Un bon mois de décembre, mesdames, messieurs. Ben oui, parce qu'on y est. D'abord, la maison L'Équinoxe et la Sûreté du Québec se sont réunis alors que le 27 novembre s'est tenue la Journée nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes. Une situation qui nous concerne toutes et tous. Un des événements des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles, bien sûr. Ensemble, ils ont sensibilisé la population à la violence entre partenaires intimes et fait connaître les ressources. C'était la plus grande opération de prévention en matière de VPI, la violence entre partenaires intimes au Québec. Donc, je suis Stéphanie Coutu, coordonnatrice à la maison d'hébergement L'Équinoxe à Ville-Marie. En fait, on fait aujourd'hui une action nationale qui est concertée avec la Sûreté du Québec et les maisons d'hébergement. C'est dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Dans le fond, les maisons d'hébergement et la Sûreté du Québec et les différents corps policiers, en fait, au Québec, s'allient ensemble pour sensibiliser la population, pour envoyer un message fort aussi de dire que la violence, c'est inacceptable, qu'il y a des ressources qui existent, qui peuvent soutenir les femmes qui vivent, dans le fond, des situations de contrôle, de violence conjugale. Donc, en quelques minutes, la maison d'hébergement L'Équinoxe à Ville-Marie, qui est une ressource qui vient en aide aux femmes et aux enfants qui sont victimes de violences conjugales. Donc, oui, il y a le service d'hébergement qui est le service plus connu, mais aussi d'autres services, dont l'écoute téléphonique, dans le fond, tout le service de relation d'aide, le service auprès des mamans aussi, tout le service d'accompagnement dans toute la panoplie de démarches quand on est victime de violences conjugales. C'est important de rappeler aussi que les services sont 24/7, donc la maison d'hébergement est un organisme qui ne dort jamais parce que la violence conjugale ne dort jamais, en fait. Maintenant, le Conseil de la MRC de Témiscamingue a adopté son budget pour 2025. Il s'élève à 20 200 000 $ et marque une augmentation de 8 % par rapport à l'an dernier. Selon la direction générale, il reflète l'élargissement des responsabilités lui étant imputables et s'adapte aux besoins croissants du territoire. Il entend promouvoir un territoire accueillant et attractif, explorer des solutions novatrices pour réduire les déchets, encourager les ententes intermunicipales, diversifier les revenus et amorcer l'élaboration d'un plan climat pour une transition écologique. Stratégique, le budget 2025 de la MRC de Témiscamingue marque avec plus de 23 % une augmentation significative de la masse salariale pour la création de 7 nouveaux postes. Les sommes injectées appuient des projets majeurs pour le développement du territoire, dont le complexe des eaux profondes et la salle d'entraînement multigénérationnelle à Belle-Terre. Lors du dépôt, un nouveau règlement a été adopté pour mieux effectuer et gérer la collecte des matières compostables dès 2025, l'entente de développement culturel et un nouveau mandat de 3 ans pour la Société de développement du Témiscamingue sont également conclus. Madame la préfète de la MRC de Témiscamingue, budget déposé, c'est fait et on n'y bernera pas pour terminer 2024 parce que 2025 promet. 2025 promet, c'est un budget de 20,2 millions qui a été adopté par les membres du Conseil mercredi passé. C'est un budget qui est en augmentation de 8 % par rapport au budget de l'année dernière. C'est un budget qui ne sollicite pas la contribution des municipalités plus que ce qui avait été fait l'année dernière. On a une légère baisse des quotes-parts municipales. Alors, c'est un budget dont on est très fiers. Ça nous permet de poursuivre des activités qui sont importantes pour le territoire. Je rappelle que comme MRC essentiellement rural, le Témiscamingue amène plusieurs éléments de soutien au niveau des municipalités. Alors, on poursuit le travail. On a des budgets un peu supplémentaires qui nous sont alloués cette année, l'augmentation de budget de 8 % qui sont liés au plan climat
et à la révision du schéma d'aménagement et de développement en lien avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Ça m'intrigue. Embauche de 7 personnes. Que vont-elles réaliser pour la MRC? De ces personnes-là, il y a une personne qui va être une nouvelle directrice sur le développement local. Il y a également des agents de développement qui vont accompagner le travail au niveau des municipalités. Par exemple, un agent de développement qui va accompagner les municipalités dans toutes les demandes de subventions, retrouver ou rechercher les programmes appropriés et accompagner le monde municipal pour compléter la demande, que ce soit fait de façon complète et conforme à la demande. Dans le fond, les municipalités ont souvent peu de personnel. L'AMRC met à la disposition des municipalités des ressources humaines qui les accompagnent dans la réalisation de leur travail. Quand il y a des grandes villes, Ville-Marie par exemple, ou Témiscamingue, ou les villes comme Rouyn, Lassar, Rouyn-Noranda, Lassar ou Val-d'Or, ils ont des équipes municipales très, très solides qui font ce travail-là. Dans les communautés rurales, les municipalités n'ont pas les moyens d'avoir du personnel de façon importante. Alors, l'AMRC, par le biais des fonds Région Ruralité et des autres facilités qu'on a, met à la disposition des municipalités des ressources humaines qui les accompagnent. On le fait en culture, on le fait en loisirs, on le fait, pas en loisirs, pardon, en tourisme, on le fait en logement, on le fait en agroalimentaire, on le fait de plusieurs façons. On les accompagne et c'est bien sûr nécessaire parce que les accompagner, c'est leur permettre de se développer et à la MRC, c'est ce qu'on veut, développer. Qu'est-ce qu'en 2025 vous rend le plus fier des projets qui sont sur la table là, grâce à ce budget-là? Mais le plan climat, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. On vient de passer à travers un exercice imposé par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs sur les aires protégées. Et il y a eu quand même 4 propositions qui avaient des visées sur plus de la moitié du territoire témiscamien, sans aucune consultation avec la population locale ou les Premières Nations et sans considération sur les activités économiques du territoire. Alors, le plan climat, pour nous, c'est l'opportunité de voir ce qu'est notre territoire, de constater les forces et les fragilités de notre territoire et d'agir en conséquence, d'identifier également des zones d'intérêt qu'on aurait justement intérêt à protéger, la biodiversité, des zones écologiques, etc. Alors, plutôt que se faire dire par des organisations d'extérieur de la région comment on devrait vivre au Témiscamingue, le plan climat va nous permettre non seulement d'identifier nos fragilités et de savoir comment on peut agir dans le monde municipal pour bien protéger notre milieu, mais va aussi nous permettre d'identifier les zones d'intérêt à protéger et on va faire un exercice très complet. On le commence en 2025, on a jusqu'en 2027 pour le compléter. Et je termine en vous parlant de gestion des matières résiduelles. Ça risque de mobiliser bien des gens pour l'année qui vient. C'est toujours 25 des dépenses de la MRC, les matières résiduelles. Cette année, on n'a pas fait quelque chose de particulièrement majeur dans nos commentaires sur le budget parce que plusieurs éléments qui vont bouger au cours de la prochaine année, notamment l'activation ou la mise en opération d'Éco-entreprise Québec, qui prend en charge l'ensemble des actions de recyclage, de redistribution, de récupération de toutes les matières recyclables. Alors, ça pourrait avoir quelques incidences sur la facture. On veut aussi nous revoir, on est une des premières, sinon la première MRC, qui fait la récupération des matières compostables. Dans ce contexte-là, ça fait plus de 10 ans qu'on le fait. Est-ce qu'on peut revoir nos mécanismes et voir de quelle manière on peut optimiser les opérations? Alors, à la lumière des analyses qui seront faites au cours de la prochaine année, on pourra voir de quelle manière faire mieux, faire plus et faire de façon concrète pour les citoyens. C'est le seul service offert par la MRC directement aux citoyens. Alors, on veut vraiment optimiser nos opérations. L'exercice va se faire au cours de la prochaine année. Je termine en disant que dans les grands projets 2025, notre infrastructure aquatique, c'est notre dossier majeur. Ça et tous les services de proximité, qu'ils soient gouvernementaux, qu'ils soient marchands, qu'ils soient municipaux,
tous les services de proximité offerts aux citoyens sont nos priorités. La santé nous sollicite aussi, hein? La santé, et quand je parle de services de proximité, les services gouvernementaux, la santé en fait partie. Actuellement, j'aurai une rencontre dans les prochaines heures sur ce sujet-là et il y a des interventions prévues la semaine prochaine en rencontre avec la Fédération québécoise des municipalités, précisément sur les services de santé dans les régions. Les équipes qui volent bas, comme on dit, hein? On va attendre de voir les dernières nouvelles. Là. Il y a un peu des messages contradictoires des uns et des autres, les syndicats et le ministre. On va voir quelle est la situation exacte. C'est la rencontre qu'on fera dans les prochaines heures. Quelle est la situation exacte? De quelle façon on doit réagir quand on aura l'heure juste? On se reparle. Merci, Madame la préfète. Je vous en prie. Bonne fin de journée. En santé toujours, l'hôpital d'Amos doit, et ça semble unanime, s'agrandir. Ainsi, elle a besoin de l'apport de tous ceux qui bénéficient des services de proximité régionaux qu'on peut encore y recevoir. Craignant le pire, notamment pour l'attractivité projetée par l'État actuel de plusieurs départements du centre hospitalier auprès des futurs travailleurs de la santé appelés à venir en relève aux retraités à venir, une pétition est mise en ligne donc à l'Assemblée nationale, appuyée par les députés de la coalition Avenir Québec et des 5 préfets des MRC. On y réclame la construction de l'urgence des soins intensifs et du bloc opératoire tel qu'annoncé par le CIS régional il y a 5 ans. Les délais occasionnés aux patients brimés par les retards de traitement touchés par la vétusté des lieux sont mis en cause. Plus de la moitié des chirurgies effectuées dans la grande région le sont, il faut le rappeler, à Amos, de quoi susciter l'intérêt d'une grande majorité de citoyens à joindre les rangs des signataires, d'autant plus selon bien des réactions que si les soins quittent nos centres de santé, ils ne reviennent pas. Pourquoi vous vous intéressez à l'hôpital d'Amos? Ben, en fait, j'ai été sur le conseil d'administration plus de 20 ans. Et dans les dernières années, j'en étais le président du conseil d'administration jusqu'en 2015. Et là, je pense que comme beaucoup de citoyens d'Amos et d'ailleurs dans la région, vous en avez assez d'attendre parce que ça fait longtemps qu'on nous promet, des rénovations à l'hôpital d'Amos. Oui, il faut dire que l'annonce a été faite en 2015 par le gouvernement de la CAQ. Et à ce moment-là, on nous disait qu'il y avait un projet de réfection de l'urgence et soins intensifs. Mais à travers le temps, le bloc opératoire étant désuet, il était important qu'on ajoute la construction d'un nouveau bloc opératoire sur le projet d'urgence et soins intensifs. Et là, il y a cette pétition. Rappelez-nous, qu'est-ce qu'elle veut, cette pétition? Qu'est-ce qu'elle demande au gouvernement Legault actuellement? En fait, elle demande d'agir avec promptitude afin de débuter la construction d'un projet nécessaire, essentiel et urgent pour l'ensemble de la région. D'accord. Étant donné que... je continue? Oui. Étant donné que le centre chirurgical de la région est en péril présentement, dû au fait qu'il est excessivement difficile de recruter de nouveaux chirurgiens, de fréquenter des lieux qui sont beaucoup plus modernes. Nécessairement, si on fait visiter un nouveau chirurgien ici, il va se rendre compte de la désuétude des lieux et on est en compétition avec d'autres hôpitaux qui sont beaucoup plus modernes. Alors, il est certain que ça sera presque impossible de pouvoir avoir de nouveaux chirurgiens dans un état du bloc opératoire comme il est là présentement. Et c'est ce qui fait en sorte, là, cette désuétude, le fait que, l'hôpital n'offre pas les services modernes qu'on espérait, que cette pétition-là, elle n'est pas seulement pour les citoyens d'Amos, là. On n'y va pas de guerre de clocher comme on pourrait s'exprimer chez nous, là. Cette pétition-là, elle concerne tous les citoyens
de l'Abitibi-Ouest à Val-d'Or, à Amos, partout, il faut signer cette pétition-là, vous dites, parce que la perte de chirurgiens, la perte de professionnels de la santé, elle touche tout le monde. Définitivement, la pétition elle touche l'ensemble de la région. C'est un dossier qui est régional, qu'on soit à Ville-Marie, Val-d'Or, La Sarre, Rouen, Amos, je vous dirais même jusqu'à Matagami, parce que les gens du Nord viennent se faire soigner ici à Amos, là. C'est un dossier où toute la population est concernée. On parle de notre santé, tous. Et il n'y a pas de guerre de ce dossier-là auprès de l'Assemblée nationale. Les 5 préfets des 5 MRC ont déclaré l'état d'urgence et de nécessité pour la construction, de même que les chambres de commerce de la région, qui aussi ont mis l'épaule à la roue. Alors, c'est un dossier qui est régional. Il faut que ce soit toute la population qui signe la pétition. Il faut que lorsque notre député ira déposer la pétition à l'Assemblée nationale, qu'on puisse y voir 25, 30, 40 000 signatures qui démontrent l'intérêt de la population à maintenir la qualité des services qui sont ici, mais avec un bloc opératoire nouveau et à la mode. Actuellement, Monsieur Lemire, est-ce que la réponse semble bonne au niveau de la pétition? Ça va bien ou on doit accélérer le pas, là? La pétition a été lancée depuis une semaine. Ce matin, on avait environ 2100 signatures, mais par voie électronique, et c'est très peu. Euh, je pense que c'est un petit peu difficile à faire des pétitions manuelles. On a déposé au centre d'achat et de même que dans les marchés d'alimentation une pétition et on va faire la même chose pour les autres villes de la région, de façon à aller chercher la plupart des personnes qui ne sont pas équipées avec les systèmes d'Internet. D'accord. Donc, on invite les gens à se déplacer dans la plupart des endroits publics. Il y a des pétitions papier qui vont être déposées. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui, c'est bien cela. Et aussi, d'ici peu, nous serons en mesure d'aller installer dans les commerces qui vont vouloir y participer une affiche qui va permettre aux personnes, une affiche avec un code QR qui va permettre aux personnes d'aller voter en ligne pour ceux qui ont cette habitude-là. Mais pour ceux qui préfèrent le faire papier, il y aura effectivement des endroits qui vont se déterminer au cours de la semaine. Donc, on aura l'occasion d'y revenir et de l'annoncer sur la page Facebook de Témis TV là, pour les gens qui voudront connaître les endroits. Ça nous fera plaisir de le faire. Ça prend combien de signatures selon vous? Vous avez parlé de 40 000, vous souhaitez 40 000 signatures. Est-ce que c'est le nombre de signataires requis pour que ça attire l'attention du premier ministre, vous pensez? Moi, je vous dirais qu'un nombre minimal de 20 000. En bas de ça, les gouvernements vont dire la population n'est pas intéressée, on ne s'occupe pas de ça. Alors, je vous dis que ça prend un minimum de 20 000 et si on se rend à 40, on va être très heureux. Et c'est du sérieux, là. Faut prendre ça au sérieux parce que euh, pas de professionnel qui vient travailler chez nous et dès que et avec Québec Santé Québec là qui vient d'être adopté dans les dernières heures au Québec, une décision contre une région ressource, ça ne revient jamais. En tout cas, il y a peu de chances que ça soit changer dans les années à venir. Bien, voyez-vous, étant donné que la situation budgétaire du gouvernement du côté des déficits, il est certain que notre projet ici à Moss est en compétition avec d'autres projets à travers le Québec. Il faut être en mesure de montrer que notre projet, que le projet de la population est beaucoup plus important ici que n'importe où ailleurs. Si, par exemple, on a le même niveau d'intérêt de la part des politiciens pour faire une construction quelconque, mais qu'en surplus, nous, dans la région, on a 30 000 signatures, ben, je pense que nos députés et ministres vont être sensibles à cette situation-là. C'est important d'aller voter, très important. Est-ce qu'on a une adresse à donner, Monsieur Lemire? Ben, en fait, l'adresse, elle figure effectivement sur le lien. Le lien, ben, je peux vous dire de quelle façon il est fait. Sur la tablette ou sur le téléphone, vous demandez Assemblée nationale pétition. La page suivante qui va apparaître, ça va être vote par voie électronique.
La page suivante qui va apparaître, vous allez être sur le site de l'Assemblée nationale sous la pétition de construction du bloc opératoire intensif et urgence. Il faut cliquer là-dessus et au bas de la page, vous allez devoir inscrire vos noms, adresses et numéros de courriel et ainsi de suite. Par la suite, vous allez recevoir un courriel de confirmation, à savoir si c'est bien vous. Et pour une deuxième fois, vous allez devoir aller cliquer dessus pour dire oui, j'accepte que mon nom y apparaisse. Ouais. Alors, c'est la procédure qu'il faudrait qu'il soit faite. On comprend que pour des gens, ça pourrait être une démarche compliquée. Donc, peut-être que les gens qui ont des parents qui veulent voter pour la pétition sont peut-être invités à leur donner un coup de main, histoire que le vote soit fait convenablement, parce que on peut comprendre que pour les gens qui sont peu habitués là au web, ça peut être évidemment compliqué. Autre invitation au gouvernement, ce serait peut-être de rendre les pétitions moins compliquées sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Exactement. c'est important de voter, Monsieur Lemire, parce que bon, on voit après une semaine, là, il y a à peine 2000 signatures, ce qui ne serait pas suffisant pour, on peut comprendre, faire changer d'idée le gouvernement Legault ou le ministre de la Santé. Des travaux promis depuis de nombreuses années qui ne sont pas faits. On a vu apparaître des outillages, mais pas de travailleurs qui allaient avec et surtout pas de travaux. Alors, ces travaux-là sont importants. Les gens d'Amos le savent. Et les autres alentours des autres villes qui utilisent, c'est quoi? On a, est-ce que c'est ça le chiffre 50 000 opérations par année à Amos qui viennent de partout? Je pense que c'est plus de 50% des chirurgies de la région qui sont effectuées ici à Amos parce que c'est des chirurgies de spécialité qui sont disponibles seulement ici à Amos. Maintenant, j'aimerais vous préciser aussi que dans les organisations qui supportent le mouvement, les grands syndicats régionaux ont tous accepté de transmettre à leurs membres le lien pour que ceux-ci puissent aller voter. Et je vous dirais que ça représente environ 20 000 membres. Excellent. Alors, si ces 20 000 membres-là syndiqués ont une conscience morale développée, alors je pense qu'on aurait déjà là 20 000 signatures. Et si ces personnes-là en parlent à leurs conjoints, conjointes et leurs familles, on devrait être capable facilement d'aller atteindre de 30 et 40 000 signatures. Ben, Monsieur Lemire, bon succès pour obtenir tous ces signataires-là. Je pense que c'est fort important d'aller apposer sa signature. Si on est d'accord avec le fait, justement, qu'il y ait des travaux de fait à l'hôpital d'Amos et que ça permette de conserver les services de santé dans la région, c'est ce qui est important, parce que on peut pas se plaindre de perdre des services de santé si on s'en occupe pas. Oui, et non seulement, si jamais ce projet-là ne fonctionne pas, faut pas oublier que c'est le centre de traumatologie régionale qui est ici. Donc, ça sert l'ensemble de la population de la région. Il faut penser aussi que si les chirurgies ne sont plus disponibles ici, les personnes vont devoir aller rencontrer des professionnels à Montréal, à Québec, à Gatineau pour se faire opérer. Ça n'a pas de sens. En plus, dans le sud, que je viens de mentionner, ces hôpitaux-là n'ont pas de place pour accueillir nos malades. Ils sont déjà pleins. Alors, c'est excessivement important que les services continuent à être dispensés ici en région. D'accord. Monsieur Lemire, merci de nous avoir accordé ce temps et on se souhaite bonne chance là. On a jusqu'à temps pour quelle est la date limite pour la fin de cette pétition? La date limite que nous avons fixée est le 31 janvier. La raison est que la session parlementaire va arrêter le 6 décembre, qu'elle va recommencer début février. Et je veux qu'au tout début février, que lorsque les pétitions seront complétées, qu'on puisse les déposer à l'Assemblée nationale, à moins que d'ici ce temps-là, que le Conseil des ministres accepte le projet qui est sur la table, parce qu'il manque seulement que quelques signatures pour que ce soit accepté.
Ben, souhaitons-le, évidemment, que tout se passe bien et c'est pas les efforts qui manquent de votre côté et du côté des gens qui s'impliquent pour faire signer cette pétition. Monsieur Lemire, merci beaucoup. Bon succès. Maintenant, la CSN fustige le gouvernement après que le ministère de la Santé ait décidé, en plein remaniement vers l'organisme Santé Québec, de couper le système d'équipes volantes destiné à aider les régions en pénurie de personnel comme la nôtre. Selon le président de la Fédération de la santé des services sociaux CSN, Régent Leclerc, des infirmières et des préposés aux bénéficiaires découvrent que les postes affichés pour se joindre aux équipes volantes publiques ont disparu du site web du gouvernement. D'autres employés qui étaient prêts à partir se font dire qu'ils ne s'envoleront finalement pas vers les régions durement blessées par la pénurie. Le syndicat craint une coupure de soins ou la réouverture du recours aux agences privées de main-d'œuvre qui ont siphonné, on se souvient, des milliards aux contribuables et amené les déficits que l'on connaît notamment au CIS régional. En politique, le député Daniel Bernard accueille des investissements du ministre Bernard Drainville dans les cours d'école de son comté. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue reçoit fièrement un investissement de 400 000 $ pour permettre la réalisation de 4 projets d'amélioration de cours d'école dans sa circonscription. De ces investissements découle notamment le projet du centre de service scolaire du lac Témiscamingue. Il s'agit du réaménagement des aires de jeu et de l'ajout d'un parcours psychomoteur avec des balançoires à l'école primaire Marie-Assomption à Saint-Bruno-de-Guigue. Selon le député Bernard, ces projets offriront aux élèves un environnement extérieur stimulant, une utilisation optimale en toute saison. En plus d'offrir une variété de jeux pour les jeunes, les élèves pourront bénéficier d'espaces extérieurs favorisant l'activité physique, un mode de vie actif qui les aidera, selon la CAQ, à être mieux disposés envers leurs apprentissages en classe. Et après nos travailleurs de Poste Canada autour des CPE, autour de la CEPAC d'entrer possiblement en conflit de travail, pas moins de 2500 syndiqués de la SFPQ ont mis de la pression en manifestant jeudi dernier à Québec. C'était la première manif menant à une escalade de moyens de pression si le gouvernement Legault continue de prendre son temps pour délivrer les mandats nécessaires pour faire avancer la négociation. Les points en litige concernent notamment l'augmentation du revenu disponible, la flexibilité de gestion, la mobilité du personnel et la rétention de celui-ci. Les manifestants reprochent aussi au Conseil du Trésor sa lenteur à verser la prime de rétention pour la période hivernale. La convention collective est échue depuis bientôt 1 an, soit le 31 décembre 2023. Les établissements de la CEPAC en négociation sont entre autres les parcs nationaux, les réserves fauniques, le siège social, les campings et les centres touristiques. Et au sport, Guy Champoux se remet des émotions d'un 700e match. C'est un Guy ému qui a repris les ondes dans les derniers jours. Une vague d'amour l'ayant frappé comme un tsunami, rare quand même dans la vie pour plusieurs. Une joie méritée et dont on est fier pour lui. Un plaisir de revenir sur ce 23 novembre. Guy Champoux, cette vague d'amour, est-ce qu'elle continue à te faire plaisir? Absolument. Mais c'est du jamais vu dans mon cas. J'ai été journaliste des années, Yvon, vous savez comment on est habitué plutôt au contraire. Et là, oui, et c'est comme de la gérer, là, tu sais, c'est beaucoup, là, puis ça pourrait être un peu comme je crains un peu quand je vais sortir du nuage, là, que ça descende tout d'un coup, mais non, c'est extraordinaire. Écoutez, j'ai eu une ovation debout dans l'aréna. Première fois que j'ai une ovation de ma vie. Je trouvais ça en même temps drôle, là. Et tout le monde parlait de Guy Champoux là, depuis le 700e et avant. Et je sais, parce que tu
t'es un gars qui veut être discret, que tu souhaitais pas nécessairement ça, mais maintenant que c'est survenu, c'est agréable. Absolument. Moi, je l'avais souligné au propriétaire Michel Roy. Ils me feront peut-être faire une petite mise en jeu, mais eux ont décidé de faire des choses en grand. Alors, c'est ce qui s'est produit. Oui, c'était gigantesque. Les gens qui vont voir les Huskies, ils sont habitués à ce genre de réception-là. Ici, il va en avoir une autre bientôt lorsqu'on va retirer le numéro de Justin Rivet. Mais dans l'ensemble, le spectacle et les applaudissements, ça va pour les joueurs sur la patinoire. Et Guy, on doit faire un coming out. Hein? Faut le faire. Faut dire aux gens que c'est de ta faute. La présence de Yvon Moreau en Abitibi-Témiscamingue. Ça date quasiment d'une trentaine d'années, mais 97, c'est toi qui as fait en sorte que j'entame ma carrière chez RNC Média. Raconte ce qui s'est passé. Bien, la station, premièrement, à l'époque, j'étais pas dans un mood pour aller aux nouvelles et le directeur d'information était venu me voir. J'ai dit... peut-être dans 3-4 ans, mais là, j'ai eu des années mouvementées. Là, je m'amuse ici pour l'instant. Et il y avait Gilles Péloquin qui faisait de la radio pour nous, qui faisait les matchs des Huskies et des Foreurs. Puis je lui ai dit, on cherche un journaliste, mais je pense qu'Yvon Moreau serait un bon candidat pour vous. Et ayant travaillé tous les deux ensemble au réseau des Appalaches, et ton ancien patron, Robert Dano, qui me parlait abondamment et positivement de toi, et je savais qu'il y avait peut-être un petit peu de houle où tu étais, puis j'ai dit... On va approcher Yvon, on va lui demander si ça lui tente de monter, parce que c'est quand même 8-9 heures de route de Victoriaville où tu étais, là. Pas encore de la houle. Y avait-tu de la houle dans mon entourage déjà à Victoriaville? Les échos que j'ai, oui, mais ça, ce qui se passe là, je vais le laisser là. Mais disons que t'étais dû pour un nouveau challenge. Prenons-le de même. Bon, dans le monde du hockey, sans doute que ça brassait. Hein? C'était à l'époque d'Alexandre Daigle. Et évidemment, au niveau journalisme, c'est sûr que ça me faisait plaisir parce que c'était la radio, mais c'était aussi le monde de la télévision là, qui s'ouvrait à moi. Donc, je pense que ça a été correct que je prenne la décision. Hein? Absolument. Tu étais libre de ta décision de toute façon. Et, écoute, tu as 97, ça veut dire que ça fait 27 ans maintenant que tu es ici. Fait que c'est la preuve que la décision a été prise parce que la durée de vie dans des mandats dans les médias, c'est 4-5 ans. Et comme moi, tu as eu plusieurs vies. Alors, c'est la preuve de persévérance, mais aussi la capacité de te renouveler. Et te renouveler, c'est ce que tu as fait, Guy. Bon, tu continues d'être dans le monde de la radio, dans le monde du sport. C'est intéressant pour toi de continuer à évoluer dans ce milieu-là. Ça ne s'arrête pas. Bien, je pense que c'est une question de passion. Quand je vais me coucher le soir pour me faire un aveu, j'ai fait la tournée de tous les médias pour être sûr, puis je travaille l'après-midi, là, pour être sûr d'être à jour avant d'aller me coucher. Le matin, je n'ai que des ajouts à faire. Parce que si je ne fais pas ma tournée de presse, ben je dors mal. À 67 ans, là, la passion est encore là. Et c'est la même chose pour le hockey des Pirates. Je fais ça bénévolement, mais pour le plaisir de m'amuser. Et je m'amuse beaucoup. Tu vois quoi comme fin de saison pour ce club de hockey? C'est dur d'atteindre le sommet parce qu'il y a des clubs qui semblent imbattables, mais les Pirates qui sont quand même, évidemment, un club qui évolue. Plus les matchs avancent, plus la saison avance, le club semble vouloir évoluer et atteindre des séries éliminatoires qui seront intéressantes. Bien, en ce moment-ci de l'année, tout est possible. On n'est pas encore arrivé à la pause des fêtes. Et là, c'est au moment où on se parle, l'équipe a 7 victoires consécutives. Donc, tout est possible. On a de bons gardiens. Il y a une note qu'il faut faire aussi par rapport aux Pirates cette année, c'est que la formation a joué avec alignement complet pour la première fois il y a 2 semaines.
Parce que comme c'est du hockey junior A, c'est pas comme le junior majeur où tout le monde est regroupé ensemble. Il y en a qui sont aux études, il y en a qui sont à Rouen, il y en a d'autres qui travaillent. Alors, c'est pas il y en a qui partent de Lassar, qui partent d'Amos, de Val-d'Or. Donc, c'est pas tout le monde qui, en semaine, peut nécessairement toujours suivre l'équipe. Et il y a eu une couple de blessés en travers. Donc, c'est ce qui explique peut-être pourquoi l'équipe a décollé très lentement au lieu de partir sur les chapeaux d'eau. Mais quand on voit une équipe qui a 14 gains d'affilée, qui a pas perdu, qui a annulé en surtemps, c'est-tu atteignable comme possibilité que de voir les Pirates qui pourraient atteindre le sommet? Oui, je pense qu'on est peut-être à 1 ou 2 joueurs près. On verra ce qui va se passer à la période des transactions. Là. Moi, je fais beaucoup le lien avec la saison 2018-19. On avait commencé la saison avec 14 victoires d'affilée. Et whoops, tout d'un coup, 5 défaites en ligne. Et là, ils ont réussi à en gagner une avant de partir pour la pause des fêtes. L'équipe s'est ressaisie et Nicolas Belrose, qui était capitaine à l'époque, disait « Ces 5 défaites-là, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée parce qu'on était sur le pilote automatique. » Et le début de saison difficile, moi, je suis content parce qu'il n'y a pas personne qui a pu se mettre en mode on se laisse aller, on est sur le cruise control en bon québécois. Alors, ça fait un effort. Il y a Bradford, évidemment, qui sont toujours là. C'est une rivalité très intense. Mais on avait eu on les avait eus en série à l'époque du championnat. Et il y a Wagazon, on les connaît pas, c'est une toute nouvelle équipe. Et on verra on a perdu une fois, là, mais on n'avait pas un alignement complet. Je ne veux pas m'en servir comme excuse, mais on verra ce que ça va donner au moment où ils viendront jouer à l'Arena Frère Arthur Bergeron, qui est reconnu comme un des arénas les plus intimidants de la Ligue, notamment à cause de la foule. La foule qui a été bonne pour toi dans les derniers jours. Donc, tu apprécies ce que tu as vécu avec les Pirates et ce 700e match? Ah, oui, il n'y a pas de commune mesure, là. Je veux dire, c'est énorme. Évidemment, je ne comparais pas ça à la naissance de mes enfants ou autre émotion. C'est un autre registre encore beaucoup plus intense, mais c'est quelque chose comme une marque de reconnaissance. Je prends comme une marque de reconnaissance. Ça fait 11 ans que je suis ici à CKVM. Je suis avec les Pirates depuis la deuxième saison. Et je pense que les gens, en toute humilité, reconnaissent que je fais un bon travail. Le commissaire m'a déjà dit que j'étais le meilleur descripteur de la Ligue alors. Et lui est anglophone puis il ne comprend pas le français, là. Il arrive des choses des fois. C'est pour ça qu'il te trouve bon, il ne comprend pas ce que tu dis. Non, des fois, je trouve ça très drôle. Le coach des Lynx de West Nipissing vient me voir en 2 périodes à leur première visite. Il dit là, je viens de parler échanger avec ma femme. Bon, on va prendre une photo ensemble après la partie parce que ma femme, elle trouve que tu es comme un commentateur de TSN. Bravo, c'est ça. On peut dire que tu es le René Le Cavalier de la Great Major Hockey League. Oui, bon, si tu veux. Là. Non, mais moi, j'ai un petit faible pour Félix Séguin parce que j'ai eu le bonheur de le former. C'est moi, à l'époque, j'avais le web diffuseur que je lui c'est ma collègue Lise Ferland qui me l'avait référé. Je cherchais un descripteur. Et c'est drôle parce que j'avais fait voir un test à un moment donné. Je lui ai dit, on va faire un test, Félix. Il dit oui. Décris-moi un match de hockey. Il était chez eux, il n'y avait rien devant lui. Moi, je voulais voir sa capacité à improviser. Il a rempli le mandat, puis on le regarde aller. Il est rendu à 2000 matchs d'écrit, puis il va probablement se rendre au moins 5000 là, à l'âge qu'il a. Guy Champoux, ça continue avec la Great Major Hockey League et tu as toujours la passion, tu as toujours l'intention de continuer, puis peut-être de te rendre au 800e? Je les prends une fois par année. Une année à la fois, parce que j'ai eu des petits ennuis de santé. J'ai eu un quadruple pontage il y a 2 ans, un AVC en 2015. Donc, je ne veux pas trop projeter à long terme et être déçu. Mais d'un autre côté, je m'amuse à dire que mon idole dans les descripteurs de sport, c'était Vince Curley des Dodgers de Los Angeles. Il a été 66 ans à décrire les matchs de l'équipe. Fait que je dis à la blague que j'aimerais ça me rendre à 67. Mais la santé a l'air très bonne, donc cette passion-là qui t'anime.
Absolument. Et l'opération à cœur ouvert, j'ai trouvé ça difficile. Ça a pris 1 an là, pour vraiment revenir à mon niveau régulier, mais depuis ce temps-là, là, j'ai beaucoup plus d'énergie. Mon enthousiasme est demeuré là. Alors, puis je pense que c'est ça, puis je parle aux jeunes, là, si ça prend 2 choses pour réussir dans la vie, d'après moi, et ça, c'est Robert Rousseau qui a déjà joué pour le Canadien de Montréal, je viens de Windsor en Estrie, qui était venu comme invité d'honneur au tournoi Bantam, puis je commençais ma carrière, il dit, si tu veux réussir, ça prend de la passion et ça prend de l'enthousiasme. J'ai retenu ça. C'est le grand-père de l'ancien gardien des Huskies en passant. Et toi et moi, on sait ce que c'est de garder la passion et surtout de garder le goût de ce métier-là. Oui, évidemment, et je suis encore à faire des recherches un peu partout. J'écoute la radio américaine. J'essaie de m'améliorer toujours parce que j'ai connu une couple de fois et sur 46 ans de carrière, 47 ans, c'est tout à fait normal. Je me suis fait, en bon québécois, bumper. La première fois que ça nous arrive, c'est l'enfer. La deuxième, c'est un peu moins pire. Il y a des fois que ça nous arrive qu'on n'a absolument rien à voir avec là-dedans parce que c'est une décision administrative. Je me souviens au AM, au tournant des années 90, il y avait des coupures. Puis à un moment donné, j'ai perdu un emploi comme ça. Donc, il faut apprendre vite à rebondir. Et je pense que ce soit dans le monde des médias ou ailleurs, quand il vous arrive un coup sur le nez, plus vite vous allez rebondir, mieux ça va aller. Il faut aller là où on nous apprécie et il y a des endroits où cette expérience-là est appréciée. C'est toi, dans ton cas, dans le monde du hockey et encore une fois à la radio. Donc, et de notre côté, en relève pour la télé communautaire, ce qui est apprécié et appréciable. Absolument, absolument. Et comme je l'ai dit, passion, passion, passion. Toujours. Merci, Guy Champeau. Plaisir, Yvon, merci. Au hockey de la Great Major Hockey League, la grande ligue de hockey, les Pirates de Ville-Marie, qui évidemment ont conquis le territoire et la victoire, sont toujours dans une bonne séquence, eux qui grimpent au classement, même si le premier rang semble assez inaccessible. Le deuxième rang, on s'y approche, alors que les Raiders de Bradford semblent quand même seuls au monde, invaincus après 4 heures de match. Mais les Pirates, qui étaient récemment à 2 points de les rejoindre au deuxième rang de la Division Nord. Dans le monde de l'arbitrage, il faut préparer la relève et il y a des gens qui le font chez nous. C'est une belle histoire, comme on les aime, pour terminer. Un père et son adolescente qui partagent une même passion en portant tous deux le chandail rayé et agissant pour l'instant chacun de leur côté à titre d'arbitre. Nous rencontrons Élisabeth et Marc-André Monceau. Être arbitre, pas facile comme métier, et toi, tu as décidé de t'embarquer là-dedans. Oui, j'ai décidé parce que, en fait, je trouve ça une bonne activité à faire. Puis déjà, ça passe le temps. Fait que c'est assez difficile au début, mais après ça, ça va bien. Qu'est-ce qui est difficile? Le traitement qu'on fait aux arbitres ou physiquement? Plutôt le jeu, fait que caler le jeu, faire les choix pendant le jeu, fait que pendant le match, faut prendre des bons choix puis tout ça, fait que c'est très difficile. Les décisions, évidemment, qui sont prises par les arbitres sont toujours critiquées. Tu trouves ça difficile? Pas tant que ça. Parce que tu t'en rends pas compte, puis de toute façon, si t'as fait un call, t'as fait un call, là, fait que... Tu vis avec. Ouais. Marc-André, de voir ta fille suivre tes traces dans l'arbitrage, comment tu vis ça? C'est sûr que c'est une fierté de voir ça, qu'on continue. À quelque part, quand elle m'a dit ça, elle a dit cette année, j'aimerais ça arbitrer. J'étais pas sûr de voir ça, parce que c'est un métier qui est dur, là, tu sais, là, quand même, là, de travailler ça. La critique, comme on disait, peut-être au niveau café comme c'est là, c'est pas trop mal, mais plus qu'on va monter en niveau, plus que les joueurs sont exigeants, les entraîneurs sont exigeants, la foule est exigeante. Fait que de ce côté-là, des fois, c'est un petit peu plus embêtant. Les critiques sont sévères, mais il y a moyen de s'amuser. C'est un beau passe-temps, c'est un beau métier, quelqu'un qui veut le faire pour un petit peu plus intensément aussi.
Parce que de ton côté, toi, tu enseignes l'arbitrage, c'est ce qu'on peut voir. Donc, tu enseignes aussi à ta fille comme tu enseignes à tous les autres. Oui, ben comme les autres, dans le fond, l'idée, le but, ben je veux pas faire de passe-droit, première chose, parce que on a un groupe, si je prends nos nouveaux officiels, on a 6 nouveaux officiels au Témiscamingue cette année, tous des jeunes, moins de 18 ans. Ben je peux pas privilégier juste ma fille au détriment des autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est un groupe, on est une équipe. Fait qu'on se tient dans ce sens-là. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher de nouveaux arbitres compte tenu justement des critiques là, qui prennent place? C'est difficile. Chez les jeunes, on a tout le temps un roulement. Si je prends les jeunes, je vais dire de 14, 15, 16 ans qui veulent commencer, il y en a toujours qui commencent, qui quittent. Ça roule. Ça, c'est quand même correct, je vais dire, à ce niveau-là. Le plus gros manque, c'est chez les gens plus vieux. Où est-ce qu'on va avoir un exemple, quelqu'un de 25-30 ans qui est de retour des études, qui serait capable de faire du bon hockey demain matin, qui ne commence pas avec les tout-petits là, dans ce niveau-là. C'est plus là notre besoin, là, je dirais. Est-ce que tu crains justement la critique, Charlotte? Pas bien, parce que j'ai déjà de l'habitude d'entendre ça à cause de lui. fait que j'ai déjà l'habitude d'entendre ça. Fait que moi, quand on me dit ça, moi, je m'en fous. Puis, tu sais, c'est un call, là. Fait que... Tu es prêt à affronter la critique? Ouais. C'est ça. Les gens qui crient après toi? Ouais. Parce que papa t'a déjà raconté que ça existe, puis que dans le fond, il faut gérer ça, il faut vivre avec. Ouais. On va le voir aussi. Charlotte, dans son parcours, c'est un peu comique parce que, bon, j'arbitre un exemple les Pirates depuis qu'ils sont ici à Ville-Marie. Depuis qu'elle est tout petite, elle vient dans la chambre d'arbitre, elle nous entend parler. Dans les estrades, elle entend qu'est-ce qui se passe, les gros mots, les moins beaux, les plus beaux. Fait qu'avec ça, on apprend à vivre avec ça, on apprend à se détacher un petit peu au niveau de cette critique-là. Puis, quelque part, ça fait partie du jeu. Quand on endosse le chandail, on aime ça dire que, bon, on crie après le chandail, on ne crie pas contre la personne à l'intérieur. C'est comme ça qu'on essaie de le prendre. Quand ça devient plus personnel, là, c'est un peu plus agaçant, mais on apprend à faire avec. Et toi, tu veux suivre les traces de ton père et devenir une arbitre, parce que est-ce qu'il y en a beaucoup de filles qui travaillent dans ce milieu-là? Pas beaucoup, c'est assez restreint. On en a déjà eu. Tu es là au Témiscamingue. Ici, Notre-Dame-du-Nord, on a déjà eu. À Ville-Marie, on a déjà eu. Une fois de temps en temps, on va en avoir. Actuellement, sont 2. Dans notre groupe d'officiels, là, deux petites filles. En Abitibi-Témiscamingue, pour s'en occuper, on en a quelques-unes dans tous les secteurs, mais c'est quand même restreint. Et tu as l'intention de rester là longtemps? On va essayer déjà. Ça serait peut-être bien. Ça serait peut-être bien. Ouais. Et on est présent, puis on a l'intention, comment dire, d'être présent longtemps. De voir un duo père-fille comme ça, c'est rare. Donc, vous êtes fiers? Oui, c'est sûr que oui, c'est une belle fierté de voir ça. C'est rare à quelque part, si je regarde, il n'y en a pas eu beaucoup dans le coin de père-fille. Moi, j'en ai un en mémoire, là, à Ville-Marie, qu'on serait comme le deuxième. Avec ça, oui, c'est une belle fierté. On va voir où est-ce que ça se rend. Il y a plein de portes ouvertes dans le sport de filles actuellement, là. Si je regarde la nouvelle ligue de hockey féminin, si on regarde en Abitibi aussi, là, ça se développe quand même là, chez les jeunes filles, le hockey féminin. On va le voir à New Lescard aussi, ça se développe beaucoup. On va voir où est-ce que ça peut aller. Il y a des grandes possibilités qui sont ouvertes pour les petites filles qui sont intéressées. Fait que, on va voir. C'est comme ça. Le but, c'est d'aller là, d'aller s'amuser. Moi, je me dis toujours, on va là. Premièrement, ça fait bouger. C'est de l'activité physique. On se fait des amis au travers de ça aussi. C'est des bonnes relations qu'on garde toute la vie. Fait qu'avec ça, juste de bâtir là-dessus. Après ça, on verra. Les niveaux, après ça, c'est elle qui
ces portes vont s'ouvrir pour elle. On est prêt à partager les connaissances, on est prêt à aller dans différents circuits parce qu'il y a beaucoup de circuits qui ont besoin d'arbitres et c'est important de le dire parce que les arbitres sont nécessaires. Pas d'arbitre, pas de sport. C'est comme ça. C'est en plein ça. Chez les filles, ben, si on regarde actuellement, on est plus pour elles dans du mineur, le simple lettre, le calibre qu'on a ici à Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord, GIG. Après ça, on verra. On a une belle occasion qui s'en vient à la fin du mois, là, au mois de décembre, juste avant les fêtes. Ben, elle va pouvoir participer à un tournoi à Montréal là, pour du hockey féminin, justement. Ça va être, d'après moi, vraiment bien pour elle. On va avoir des beaux mentors là-bas. Moi, je serai pas là. Ça va être vraiment des professeurs, puis des bons professeurs aussi, des gens que je connais, un exemple, des femmes qui ont arbitré des championnats du monde, des femmes qui ont arbitré les Jeux olympiques, qui sont sur le groupe élite provincial actuellement, groupe élite Canada aussi. Fait que juste avec ça, ben, elle va pouvoir bénéficier de cet enseignement-là, qui est drôlement différent de ce que moi je peux donner. Là, là aussi, quand on regarde ça. Tu vas revenir de Montréal avec ces mentors-là, tu vas pouvoir en apprendre à papa? Ouais. C'est clair. Parfait. Ben, bon succès comme arbitre, de la patience, du respect, c'est ce qu'on souhaite pour vous. Et parce que si on vous respecte, ben, vous allez rester là. Si vous restez là, ben, ça encourage d'autres garçons et filles à devenir arbitres. Certainement, certainement. Merci Charlotte. Merci. Bon succès. Ben voilà, merci d'avoir fait le tour une fois de plus avec nous sur Témis TV. Comment faire parler de soi à la télévision communautaire? Ben, vous aurez de bonnes chances si vous nous écrivez à journaliste@témis.tv. Merci de regarder nos bulletins sur le web et tout le matériel qui a été préparé par l'équipe de la télévision communautaire. C'est sur le web et sur YouTube aussi. On se parle au quotidien aussi sur le Facebook témis.tv. Nous sommes de plus en plus nombreux à être amis. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas le 7 décembre, oui, Témis TV qui présente Guillaume Beaulieu et son conte de Noël, c'est à la bibliothèque de Notre-Dame-du-Nord. Bonne semaine!